Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, samedi à 13h20, on enregistre cet entretien avec Alex Boissonneau, candidat du Parti québécois dans la circonscription d'Arthabasca. Il va se joindre à nous à l'instant. Bonjour! Allô? Bonjour. On a fait une pratique avant que ça commence, faites-vous-en pas, on s'améliore. Moi, j'ai la fâcheuse habitude de toujours échouer à quelque part dans la technique. À chaque épisode, c'est immanquable. Là, c'était avant. Fait que... Ouais, bon, là, c'était avant. Moi, tu l'as fait, la technique, tu vois. Oui, bon. Exact. J'ai pas peur de travailler. On s'est entendu pour se tutoyer, donc bienvenue Alex dans ce balado de Génération Oui, ce direct. Merci Aujourd'hui, merci Laurie. on a lancé une invitation à tous les candidats dans cette partielle-là, des 5 principaux partis, à venir à notre micro pour nous parler de la partielle. On a Mme Pascale Fortin de Québec solidaire qui est venue. Maintenant, il y a toi. On a eu un refus d'Éric Duhem, on en a parlé, on en a discuté, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc, je voulais juste replacer le contexte et puis te souhaiter bon entretien. Donc, on a quelques questions, puis tu prends le temps que tu veux pour répondre. Merci de m'inviter. Donc, là, je sais plus. Je vais dire tu, OK? Je suis mindée à dire vous, là, finalement, on doit dire tu. Donc, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir pris le temps de nous accorder un petit moment, même malgré que tu es quand même très occupé, on a l'impression, ces derniers temps. C'est le dernier droit, là, donc c'est sûr que ça fait des longues journées. Mais ça me fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation. Merci à toi. Donc, je vais commencer avec ma première question. Je vais faire une petite intro aussi sur d'où vient notre question. Donc, ça a rapport avec la situation politique générale au Québec. Donc, dans le fond, en 2022, la CAQ a remporté la circonscription avec 51,75% des voix. Aujourd'hui, l'ensemble des analyses politiques et des sondages auxquels on a eu accès indiquent que la course est principalement entre le PQ et le Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que ça t'indique sur la situation politique du Québec? Je pense que c'est difficile à dire parce que chaque circonscription est différente, dans le sens où je pense qu'il y avait un terreau qui était relativement fertile pour Éric Duhem dans Arthabasca-l'Érable, parce qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait en 2022. Mais effectivement, en même temps, il y a une question qui se recoupe un peu dans d'autres circonscriptions aussi par rapport à cette proposition politique-là, à savoir que je pense qu'on a une proposition politique qui se nourrit des échecs répétés du système. Donc, il y a une polarisation aussi qui se nourrit de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis que ce mouvement-là semble canaliser. Donc, frustration par rapport au fait qu'on paie des impôts, qu'on n'en a pas pour notre argent de l'autre côté, difficulté à avoir accès à des soins de première ligne, difficulté à avoir accès à un logement à un prix abordable. Là, tout ça, les gens mettent tout ça ensemble, se fâchent, évidemment, et c'est compréhensible, et canalise ça, je pense, dans ce leurre-là qui, à mon avis, est ce mouvement-là qu'on voit percoler dans certaines circonscriptions, comme dans Arthabasca-l'Érable, qui est dirigé par Éric Duhem. Donc, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui se passe en Occident, souvent, dans cette frustration-là. Il y a plusieurs ingrédients, donc il y a une frustration. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui étaient assez apolitiques, qui ont vécu cette frustration-là, mais qui ne se posaient pas beaucoup de questions politiquement jusqu'à présent. Et là, on fait le lien avec la politique. Ça s'est nourri aussi de ce qu'on a vu durant la pandémie. On le sait, le mouvement même conservateur au Québec s'est beaucoup appuyé sur ça au départ. Donc, frustration, ressentiment, un peu de peut-être le fait qu'on partait de loin politiquement, et là, on canalise ça dans ce qui, à mon avis, est un peu un mirage. Mais là, évidemment, c'est partisan ce que je dis, mais que représente aussi le mouvement d'Éric Duhem. Donc, je pense qu'on vit ça dans Arthabasca-l'Érable, mais je pense que ça se vit ailleurs aussi. Merci. Nous, moi, j'étais au Parti québécois en 2022. Là, j'aidais à l'organisation pour la stratégie de la campagne. Puis une des idées qu'on se demandait, en fait, c'est est-ce que ces gens-là vont, dans les sondages, ils étaient à 13-14%, un peu comme aujourd'hui. On se demandait est-ce que ces gens-là vont se manifester aux urnes. Puis, bonne nouvelle pour la démocratie, ces gens-là ont été finalement votés, ils sont devenus mobilisés et, de toute évidence, se maintiennent mobilisés. Donc, c'est comme une nouvelle partie de l'électorat qui était un peu perdu puis qui semble revenir et engager. Est-ce que toi, sur le terrain, là, quand tu te promènes dans la circonscription, est-ce que c'est cette analyse-là que tu confirmes?
Je vois qu'il y en a plusieurs, effectivement, qui sont engagés. C'est ça. C'est ce qui est assez particulier là-dedans, c'est que moi, de ce que je comprends, puis là je sors du candidat, puis je reprends un peu ma posture d'analyste comme je le faisais à une certaine époque. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont remontés contre le système, qui avaient très peu d'affinités politiques avant, qui se posaient très peu de questions politiquement, et qui, là, ont senti une frustration qui les a rapprochés pour le meilleur et pour le pire des questions politiques, et qui se sont joints à ce mouvement-là, mais qui, effectivement, sont mobilisés, sont assez bruyants sur le terrain. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vois beaucoup, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on a affaire, on pense dans Tabasco l'érable, à une minorité qui est bruyante. Donc, on va voir avec les petites pancartes sur le terrain qui vont sortir et qui n'auront pas peur de se manifester, un peu comme on l'a vu durant la pandémie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je le disais, le mouvement est parti beaucoup de ça, de gens qui n'étaient pas contents de la façon dont on avait géré la pandémie, qui ont senti la frustration par rapport à la campagne vaccinale, pour toutes sortes de raisons, l'obligation du masque, et qui, à partir de là, n'avaient pas peur de s'afficher parce qu'ils étaient vraiment fâchés. Et ça a donné lieu à la création d'un mouvement qui est devenu bruyant en soi parce que là, ça s'est nourri d'autres frustrations. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un noyau qui est assez mobilisé dans ce mouvement-là qui va sortir voter. Puis comme vous dites, c'est vrai que c'est bon pour la démocratie d'avoir une participation, en quelque part, qui se rattache un peu à la question politique, peu importe le véhicule, c'est pas nécessairement mauvais, hein, qu'on se conscientise politiquement pour différentes raisons. Mais là, évidemment, moi, je pense que notre travail, mon travail, en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est de rediriger cette frustration-là vers quelque chose qui, à mon avis, est plus constructif. Mhm. Ben, c'est très bien. Ben, vraiment, merci de l'avoir bien expliqué comme ça, là. Je pense que ça peut éclairer plusieurs personnes sur comment qu'on voit ce qui se passe en ce moment dans Arthabasca. Donc, merci pour cette belle explication. J'en ai à la catégorie qui nous intéresse le plus, donc l'indépendance. Quelle est la place de l'indépendance dans la campagne que tu mènes? Écoutez, moi, je l'ai dit d'emblée quand je me suis lancé, c'est parce que j'étais porté par cette conviction-là, que le peuple québécois doit maîtriser son destin comme n'importe quel autre peuple, est en mesure de le faire, a tout pour réussir, puis s'épanouir librement. Donc, moi, j'y crois, c'est pour ça que je me suis lancé en politique. Puis je pense que le Parti québécois porte cette conviction-là, puis même a renouvelé cette conviction-là. On le voit avec les gens qui sont dans le parti, avec les bénévoles qui sont mobilisés. Je sens que dans le travail qu'on fait, on est porté par ce mouvement-là. Sur le terrain, par contre, je ne vous cacherai pas qu'il y a une pédagogie à faire aussi. Ça fait un certain temps qu'on ne représente plus la circonscription d'Arthabasca l'érable, qui par ailleurs en 1995 avait voté oui en majorité. Et je pense que c'était à peu près à 56% à ce moment-là. C'est un terreau, je pense, qui est très fertile pour la question nationale. Dans Arthabasca l'érable, on a affaire à des gens qui sont bien enracinés, francophones, fiers de l'identité, de leur identité, québécois jusqu'au bout des ongles. Là. Donc, je pense qu'il y a un terreau fertile pour faire cette pédagogie-là. Mais sur le terrain, il y a peut-être une distance qui s'est prise pour certains électeurs avec la question nationale. La question de cette élection partielle-là ne se fait pas là-dessus, cependant. Je pense que les gens l'ont bien compris. Un contexte assez particulier où là, il y a deux candidats, je pense, qui ressortent. Puis je le dis sans vouloir déprécier les autres candidatures. Là. Mais pour nous, c'est très clair, c'est une lutte à deux, ça. Puis ça se sent très bien sur le terrain aussi. Quoi qu'en disent certaines personnes, y compris mon adversaire qui voudrait faire croire qu'à Victoriaville, c'est une lutte à trois, c'est pas comme ça qu'on le sent du tout. Puis je pense que les gens comprennent ça. Donc là, il y a l'idée de la proposition du Parti québécois qui est celle de dire qu'il faut un député qui est là d'abord et avant tout pour servir son monde, parce que c'est son monde. Moi, c'est comme ça que je me vends. Je suis un gars de la plage, je suis un gars de Saint-Ferdinand. Mes racines sont ici. J'ai fait baptiser mes enfants au village à côté ici. Donc, que les gens comprennent que je suis là pour les bonnes raisons. C'est ça d'abord le rôle de député. Puis qu'on a un autre député qui vient ici, pas un autre député, mais un autre candidat qui vient ici avec une perspective différente, puis un attachement différent au point, puis à la circonscription. C'est correct, c'est dans son droit, mais la relation n'est pas la même. Donc, les gens comprennent cette différence-là, comprennent aussi que le Parti québécois joue aussi potentiellement la formation. En fait, je me reprends. Je ne pense pas que c'est ça qui va déterminer si on va former un gouvernement en 2026, mais je pense que de gagner dans Tabasco l'érable, ce serait important parce que ça nous donnerait un momentum, ou ça maintiendrait le momentum qu'on a avec Jean Talon, puis avec Terrebonne, pour pouvoir former ce gouvernement-là. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour nous de pouvoir d'abord amener Arthabasca l'érable autour de la table, le gouvernement, et en même temps garder ce momentum-là. Donc ça, c'est un enjeu aussi, je pense, qui parle à beaucoup d'électeurs sur place.
Donc, la question de l'indépendance, ce n'est pas une question qui est absente. Je n'ai jamais caché cette option-là. Au contraire, moi, j'en suis fier. Mais en même temps, aux portes, là, ce dont les gens nous parlent beaucoup, c'est j'adhère au Parti québécois, j'adhère à l'idée que ça prend un bon candidat, que moi, je vote pour le député. Il y a des gens qui me disent, moi, je n'ai jamais voté Parti québécois, mais je vais voter pour vous parce que je pense que vous allez faire un bon député, que vous êtes là pour les bonnes raisons. Il y a des gens aussi qui disent, ben, moi, je vais voter pour vous parce que je ne veux pas que ce soit Éric Duhaime. Il y a de ça aussi, là, très clairement. Puis il y a aussi des adversaires. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est plus le tableau pour cette élection partielle. J'ai aimé le fait que tu utilises le mot pédagogie parce que, bon, c'est évident qu'une élection partielle, c'est pas ça qui détermine si on fait l'indépendance du Québec ou pas, ça c'est sûr. Par contre, nous, on a toujours cette crainte-là qui est au fond puis qui a déjà été vécue par beaucoup de militants du PQ qui sont aujourd'hui des péquistes déçus, par exemple, que le PQ, pour gagner, mette de côté cette option-là. Là, tu me dis, il y a de la pédagogie à faire. Je comprends que c'est pas ça que tu veux dire, de mettre l'option de côté. Comment tu vas faire cette pédagogie-là pour justement qu'en 2026, le contexte va être différent, le contexte risque même d'être une élection référendaire, en fait. Il va décider si le PQ prend le pouvoir avec une promesse de référendum plus tôt que tard. Est-ce que tu as déjà envisagé, réfléchi à comment tu voulais faire ça? Ben oui, en ce sens que je pense que le Parti québécois le fait déjà bien, dans le sens où on commence à... D'abord, on assume ce discours-là, puis on met le doigt sur les problèmes qui peut-être passaient un peu sous le radar quand le Parti québécois était absent ou peut-être assumait moins l'option. Je ne sais pas si je devrais le dire comme ça. Mais, moi, je pense par qu'on peut le exemple, dire, oui. Ça a déjà été le cas. C'était une discussion qu'on avait beaucoup au niveau tournant des années 2000. Là, il y avait effectivement beaucoup cette discussion-là. Puis moi, bon, à ce moment-là, j'avais dans la vingtaine, puis on avait la discussion à savoir, bon gouvernement, option souverainiste, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est vrai que ça a déçu pas mal de monde. Moi, je trouve que cette pédagogie-là passe beaucoup par le fait qu'on va nommer le problème. Moi, je pense que les gens veulent avoir des arguments. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours un aspect émotif à notre attachement au pays, à notre attachement à notre culture, à notre identité. Puis je pense que c'est très important. Il y a aussi des arguments pragmatiques qu'on amène en ciblant des fois des problèmes qu'on voit, par exemple, dans la gestion du gouvernement fédéral, dans l'endettement du gouvernement fédéral, dans l'explosion de la taille du gouvernement fédéral, dans le fait qu'on envoie beaucoup d'argent au fédéral, mais on reçoit très peu de services. Puis, si on en reçoit, souvent, ça vient recouper des services qu'on offre déjà, nous, ici au Québec. Donc, on a un gouvernement qui part avec la moitié des sous. Imaginez, on est en colocation. On a une division égale des revenus, mais toutes les responsabilités incombent à un des colocataires qui doit payer pour l'électricité, pour le logement, pour tout ce qui est cher essentiellement, mais l'autre, il prend la moitié des revenus et il paye pour à peu près rien. Donc, c'est en ciblant comme ça le problème aussi, selon notre approche, avec notre perspective, qu'on va pouvoir enseigner par l'exemple ce que ça veut dire être indépendantiste, pour que les gens comprennent que c'est vraiment dans notre intérêt l'indépendance. C'est pas juste une question d'attachement émotif, qui encore une fois est très important, mais qui a aussi un côté très pragmatique là, pour une collectivité à vouloir être libre. Donc, je pense que le travail va se faire aussi comme ça. Moi, député, à partir du 11 août, je ne me gênerai pas pour dire qu'Ottawa, en ce moment, ne travaille pas pour l'intérêt du Québec. Je pense que dans le contexte de la guerre tarifaire puis de l'entente avec les États-Unis, l'entente commerciale, il y en a qui disent que ça, justement, ça nous démontre qu'il faut être unis. Moi, je dis au contraire, ce que c'est en train de démontrer, c'est que potentiellement, les enjeux qui sont importants pour le Québec puis les intérêts du Québec vont passer sous le tapis pour pouvoir favoriser l'industrie automobile ontarienne, l'industrie pétrolière dans l'Ouest. Donc, moi, je pense que juste ça, ce sera une façon d'aborder les enjeux différemment. Puis ça, c'est la pédagogie en soi. Donc, dans l'exercice même de notre travail, on va pouvoir le dire. Puis, je veux dire, je pense que le passé est aussi garant de l'avenir. Depuis 2022, depuis Paul Saint-Pierre Plamondon est chef, on assume pleinement cette option-là, puis on s'en est jamais caché. Là. Ah ouais, en 2019, on a pris ce virage-là. J'étais très content d'avoir participé à ça, donc je suis content que ce soit assumé aussi par les nouveaux candidats. Oui, puis j'ajouterais que ça nous permet d'aller chercher tellement de monde, tellement de bénévoles, puis même si des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais ça, je sais pas, c'est moins gagnant électoralement parlant, parce que c'est sûr qu'on nous dit « Ah, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, dans Tabasca, peut-être sont pas indépendantistes et tout. » Moi, ce que je dis aussi, là, c'est que l'option indépendantiste, l'option souverainiste, en tout cas, peu importe comment on l'appelle, mais de la liberté pour notre peuple,
c'est quelque chose de motivant pour les militants, puis pour les candidats aussi. Ça nous permet d'aller chercher des bonnes candidatures, ça nous permet d'aller chercher des bons militants, des gens qui sont prêts à donner du temps, de l'énergie, des efforts, ce que les autres partis, honnêtement, ont la difficulté à faire. Là. Nous autres, on a des gens qui sont là pour la cause, qui sont là pour leurs convictions. Ça vaut beaucoup, ça, dans une élection partielle ou dans peu importe, n'importe quelle élection, dans tout travail politique. Donc, ça, c'est une force qu'on doit justement à notre option. Donc, c'est vrai que des fois, il faut faire de la pédagogie, puis des fois, il y a des gens qui vont vous dire qu'électoralement, peut-être qu'il peut y avoir, ça peut causer un problème, ça peut être un enjeu, mais c'est aussi porteur de plein de ressources. Là. C'est comme ça qu'on s'est rebâti. Mais voilà. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, la comparaison que tu as faite avec les locataires. Pour vrai, je trouve que c'est une belle façon de venir l'expliquer plus simplement. Puis, merci aussi de ton explication en termes de pédagogie, parce que je pense que c'est une préoccupation souvent que les indépendantistes ont quand ils ont des élections partielles ou même des élections générales, c'est que cette conviction-là fort que prône le Parti québécois, qui est souvent un espoir, mettons, pour plusieurs indépendantistes, ben, ils ont peur que ce soit délaissé. Puis, je trouve ça très intéressant comment tu l'apportes sans nécessairement négliger là, le fait que ça reste important pour vous, même si c'est peut-être pas la première idée qui est mise de l'avant durant cette partielle-là, parce qu'il y Oui, a pour d'autres. toutes sortes de raisons. Parce que c'est une partielle, parce que le contexte s'impose un peu aussi. Là. On est dans une situation où il y a une espèce de. Il y a cette lutte à deux là qui est particulière, je pense, qui veut dire plein de choses au niveau national. Donc, il y a un contexte aussi, je pense, qu'on doit aussi entendre, en plus d'entendre ce que les gens ont à nous dire aux portes. Parce que je pense que la première. Moi, l'idée, c'est de dire là, ce qu'on cherche dans le Tabasco l'érable, c'est d'abord un bon député, quelqu'un qui connaît les enjeux du coin, qui est bien enraciné dans le coin et qui fait ça pour les bonnes raisons. Mais qui ne se cache pas, par exemple. Puis ça, il n'y en a jamais été question. Ouais. Merci beaucoup pour ta réponse. Depuis le début de la campagne, tu as été présenté comme un homme de centre-droit. Ça veut dire quoi être indépendantiste de centre-droit en 2025? C'est une bonne question. Si on le place sur le spectre de l'indépendantisme, d'abord, juste une chose là, par rapport à la gauche et à la droite, je pense qu'on s'entend pour dire qu'il y a une redéfinition un peu de ce que ça veut dire en Occident. C'est pour ça qu'on dit en 2025. C'est ça. En 2025, le spectre s'est beaucoup déplacé à savoir qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche. Moi, j'ai des principes de gauche très, très importants ou qui étaient traditionnellement associés à la gauche, qui sont pour moi fondamentaux. Je crois en la redistribution de la richesse, je crois en un système de santé universel, je crois en une bonne intervention de l'État. Ça c'est là. Mais il y a des éléments aussi qui étaient très à gauche à l'époque, quand j'étais plus jeune, qui aujourd'hui, on dirait, deviennent plus à droite. Si on pense, par exemple, à la défense de l'identité québécoise, même la protection de la langue française. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose de très progressiste, ça. Puis à un moment donné, dans le discours ambiant, par le biais de peut-être certaines formations politiques, en tout cas de certaines personnes qui portaient un discours opposé, on a laissé entendre que c'était des positions qui étaient un peu plus à droite. Puis moi, franchement, ça ne me dérange pas tant que ça. Là, je me choquerais pas qu'on me dise de centre-droit. Je pense que c'est pas là la question, là, à savoir est-ce que de protéger la langue française et la culture québécoise, c'est de droite ou de gauche? Écoutez, moi, je vais protéger la culture québécoise puis l'identité québécoise. Là, ça ne sera pas ça qui va déterminer si c'est à gauche ou à droite, si je vais le faire ou pas. Mais si on s'entend sur la définition actuelle 2025 de ce qui est être de centre-droit, moi, je crois, par exemple, en la liberté individuelle, je crois en la responsabilité individuelle, je crois au fait que l'État québécois en ce moment est trop gros et n'est pas assez efficace. Je crois au fait que les gens ont droit de vouloir que leur argent soit bien utilisé puis qu'ils en aient pour leur argent quand ils paient des impôts. C'est pas normal qu'une personne qui paie 30, 40, presque parfois, on dirait presque 50% de ce qu'il gagne, puis qu'en même temps, de l'autre côté, ne peut pas avoir une place en garderie, ne peut pas avoir accès à des soins. Le contrat n'est pas respecté. Nous autres, on parle du contrat social. L'idée, c'est que si je donne l'argent, l'État, il faut qu'il me donne quelque chose en échange. Donc, je comprends que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Là, de dire, je donne l'argent, puis en même temps, ben, les programmes vont servir seulement à certaines personnes, mais pas à vous parce que vous avez plus d'argent. Bon, non. Il y a un échange qui est normal avec un État. Donc, ça, c'est des principes qui étaient associés au centre droit. Moi, en sens, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des arguments très, très pragmatiques aussi pour vouloir être indépendant. Je le disais même à un moment donné, une entrevue à la radio, je pense que c'était au 93, là, en début de campagne. Moi, je pense que si on pense à l'argent et aux finances, il y a un sérieux avantage à être indépendant.
On veut se débarrasser d'un gouvernement qui nous coûte des milliards de dollars. C'est quelque chose, ça. C'est un argument très, très concret pour dire on va gérer plus efficacement les ressources collectives pour qu'on puisse s'enrichir à la fois individuellement, mais collectivement aussi. Ça, c'est un discours que certains pourraient associer au centre-droit, par exemple. Puis en même temps, encore là, je veux dire, il y a toujours des discussions qu'on peut avoir, à savoir qu'il n'y a pas personne qui a le monopole de ce qui est à droite ou de ce qui est à gauche. Là. Puis encore une fois, c'est un peu changeant. Mais pour moi, c'est une perspective de dire, par exemple, qu'on va ratisser plus large au Parti québécois. Il va y avoir des gens qui sont peut-être un petit peu plus à gauche, des gens qui sont peut-être un petit peu plus à droite, mais qu'on va se mettre tout le monde ensemble, qu'on va regarder en avant avec ce projet-là qui nous porte. Je veux dire, quand le Québec sera libre et pourra former son gouvernement, il va y avoir, comme dans n'importe quelle nation normale, n'importe quel État normal, des gens qui sont plus à gauche, des gens qui sont plus à droite. Il va y avoir des partis en fonction de ça. Il va y avoir des échanges de gouvernement. La gouvernance va varier d'une perspective à l'autre. Puis c'est une nation normale. Donc, c'est ce qu'on dit, nous autres, au Parti québécois. Ce qu'on veut, c'est de se donner cette normalité-là comme peuple. Et pour ça, il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite. Vraiment, nous, c'est une préoccupation qu'on a beaucoup. Déjà, juste dans les gens qui animent Génération, on essaie d'avoir un équilibre partisan, mais aussi de positionnement. Puis, on s'intéresse beaucoup, là, on va beaucoup parler aux gens qui sont plutôt des conservateurs fiscaux, parce que, comme tu l'as dit au début, la droite, c'est pas clair. Il y a, par exemple, des gens comme Mathieu Bock-Côté qui sont classés à droite, avec des gens comme Yann de chez Yann et Frank qui sont classés à droite. Ces gens-là ne s'entendent pas du tout, mais pourtant, les deux sont à droite. Donc, ça veut dire quoi être de droite? C'est une bonne question. Mais oui, puis il n'y a pas personne qui a le monopole de la droite. Donc, quand j'entends ça, certaines personnes disent « Ah, mais t'es pas de centre-droite. » Mais t'es qui, toi, pour dire c'est quoi être de centre-droit, puis c'est quoi être la droite? Il n'y a personne qui a le monopole de ça. Là. Il y a des définitions de ce qui est de ce qu'on dirait théoriquement en sciences politiques, de ce qui est la gauche, la droite, le progressisme et le conservatisme, parce que c'était ça à la base. Il y a des notions peut-être plus associées à un certain conservatisme, comme la protection de la culture, par exemple, ce qui fait qu'on dirait que c'est peut-être plus associé à une certaine droite. Mais en même temps, tout ça, quand même, fluctue à travers le temps. Là. Ça remonte à la Révolution française, la gauche puis la droite, vous savez, à l'origine, ça. Puis on n'est pas du tout au même endroit qu'on était en 1791, là, à la Convention à Paris. T'sais. Donc, je pense qu'on doit garder ça en tête aussi. Oui, à l'époque. L'immigration, je trouve que c'est un bon exemple. T'sais, Parti québécois, on est en faveur d'une réduction des seuils. Mais en même temps, on dit aussi que c'est bon l'immigration, puis que c'est important, puis qu'il y a un apport étranger qui est non seulement nécessaire, mais qui est beau, qu'on veut, ce qu'on veut, c'est que l'immigration soit réussie. Puis là, c'est pour ça qu'on aborde toujours cette discussion-là. Puis je trouve que le Parti québécois l'a bien fait, avec délicatesse, mais avec responsabilité aussi, de dire l'immigration, c'est bon. Il y a des enjeux, par exemple, économiques aussi qui sont liés à ça, de pénurie de main-d'œuvre, il faut y penser. Mais c'est positif, l'immigration. C'est juste qu'il faut que ça se fasse comme il faut. C'est juste qu'on se respecte aussi dans notre capacité d'accueil. Quand tu invites quelqu'un, on reprend l'appartement, tu invites quelqu'un chez vous, là, il faut toujours bien que tu aies des draps à lui donner et une place couchée. C'est pas être fermé à l'autre que de dire ça. Mais en même temps, aujourd'hui, certaines personnes vont associer l'idée de réduire les seuils à quelque chose qui est plus à droite. Bon, là, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus, mais c'est un exemple. Tu as un peu déjà répondu, mais je pense qu'on entend beaucoup, moi j'écoute beaucoup tout ce qui se fait à droite, donc Yann et Frank, Éric Duhem aussi, c'est ce genre de discours-là, qui affirme que tu n'es pas de centre-droite, tu en as parlé. Eux, ils regardent ça d'une perspective économique. Moi, j'ai passé quand même un bon moment au Parti québécois, toutes mes années de militantisme, en fait, je sais un peu c'est quoi l'ambiance. Effectivement, c'est un parti qui est plutôt de centre-gauche, là, historiquement. C'est là qu'il se positionne. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter? Tu en as parlé, mais je veux te donner la chance là, de vraiment peut-être nous parler à ces gens-là, en fait. Parler à ces gens-là de centre-droit qui pourraient nous écouter, ou même de droite qui pourraient nous écouter et dire, OK, il y a de la place pour nous. Qu'est-ce que quelqu'un qui dit pouvoir représenter le centre-droit au Parti québécois au niveau économique propose ou veut incarner dans les changements? Tu as parlé un peu de réduction de la taille de l'État, réduction, bon, il faut en avoir pour notre argent. Ça résonnait. Moi, j'ai un enfant là, on cherche une garderie, puis c'est impossible de trouver un CPE dans mon coin. Ça fait 10 ans que je travaille. Là, j'en ai 4, moi, puis ça a été un parcours du combattant. J'ai réussi, puis j'adore mon CPE, mais c'est pas facile, je te comprends. C'est ça. Écoute, moi, ce que je te dirais, c'est que j'en ai parlé dès le départ quand j'ai parlé à Paul de mon passage à mon chef.
quand j'ai parlé de mon passage en politique, c'est quelque chose que j'ai dit. Moi, j'ai l'impression que c'est important que le Parti québécois comprenne qu'il va falloir ratisser large aussi. Là. Il va falloir laisser de la place à différentes perspectives. C'est vrai que le Parti québécois a été souvent associé au centre-gauche, puis je ne critique pas ça, là, c'est juste que je pense qu'il va falloir aller chercher à droite aussi des gens qui ont une autre façon de voir les choses, puis qui ont des arguments peut-être un peu différents à ce niveau-là. Moi, je crois que les gens qui pensent que l'État en ce moment est trop gros, que l'État n'est pas là pour materner les gens, qu'il faut croire en la responsabilité individuelle aussi dans les débats de société, qu'il faut croire que les programmes doivent être bien gérés avant qu'on soupeaude plus d'argent là-dessus pour régler les problèmes, qu'on doit réaménager les ressources pour s'assurer que les gens en ont d'abord pour leur argent, de dire aussi que quelqu'un qui paie des impôts, hein, on a des impôts progressifs au Québec, c'est correct, il en faut, mais en même temps, il faut que tu aies un service. Tu ne peux pas dire à la personne, parce que tu gagnes plus d'argent, tu vas payer plus d'impôts en proportion. Donc, par exemple, tu vas payer la moitié de ta rémunération, là, selon l'échelle où tu es rendu. Mais tu n'auras pas de service parce que tu as trop d'argent, puis qu'il y en a qui en ont moins, donc on va lui donner le service. Donc là, tu te trouves être pris des deux côtés. Je comprends des fois des gens qui sont un peu fâchés par rapport à ça. Parce qu'ils ont un revenu plus élevé, ils vont payer plus d'impôts en proportion, puis c'est correct, on est d'accord là-dessus. Mais c'est ça l'entente. Je vais faire ça, mais en échange, j'ai un service. Là, tu ne peux pas dire, tu vas payer d'abord plus d'impôts parce que tu fais plus d'argent, mais en plus, tu n'auras pas droit au service parce que les services sont limités et doivent aller aux gens qui gagnent moins. Fait que là, pour la personne, à un moment donné, je comprends qu'il y a une frustration par rapport à ça. Ces gens-là, c'est pas parce qu'ils font plus d'argent qu'ils n'ont pas droit au service. Hein? Fait que je pense que ce discours-là a une place au Parti québécois dans l'idée où il va falloir qu'on s'entende ensemble. Puis dans l'idée où il va y avoir des discussions en caucus, moi j'espère être élu le 11 août, puis pouvoir amener une perspective comme celle-là, par exemple, à la table, puis dire attention, peut-être qu'il faut penser à ces gens-là aussi, ou à cette perspective-là aussi. Puis c'est ça, on élargit un peu notre horizon. Puis je pense qu'on peut très bien travailler ensemble, parce qu'au bout du compte, on vit une démocratie aussi à l'intérieur du parti. Là. Évidemment, on a une proposition, on va avoir une plateforme, on a une proposition sur laquelle on travaille pour 2026, sur laquelle on va devoir s'entendre, mais il va y avoir différents gros chapitres, puis après ça, on va articuler ça tout le monde ensemble. C'est très encourageant parce qu'une voix comme ça soit entendue, ça va faire du bien, je pense. Puis c'est sain pour la démocratie interne du parti. Puis je pense que à ceux qui nous écoutent, si vous êtes de centre droit, vous voyez, il y a de la place. Vous avez votre champion qui se présente devant vous. Absolument. Donc, n'hésitez pas. Les perspectives changent aussi, on évolue. Puis franchement, j'ai déjà été très à gauche, vous le savez. Puis à un moment donné, la perspective, à un moment donné, change. On apprend des choses, on voit les choses différemment. Puis je ne déprécie aucune option, là, aucune perspective. Mais c'est normal aussi, là, des fois, c'est la tienne. Exactement. C'est d'évoluer puis de se rendre compte de certaines affaires, voir les choses différemment. Puis je trouve que c'est bien parce que le Parti québécois a cette ouverture-là. C'est quelque chose qui m'a, moi aussi, convaincu de me lancer avec le parti. Oui, mais ça apporte une belle richesse, là, justement, les différentes idées, puis surtout qu'ils sont entendus, puis ils ne sont pas négligés non plus. Là. Fait que ça, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que ça amène un peu à ce que les Oui Québec font. Puis, mais comme c'est ça, mais comme un peu dans le Parti québécois. Fait que il y en a de toutes les avenues, mais ensemble, il y a quand même le projet qui est là. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant à porter comme ça. Nando, je ne sais pas si je pouvais. Dernière question, oui. Vas-y. OK. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon a affirmé qu'il avait besoin de vous dans son équipe de gouvernement. Savez-vous dans quel ministère Oh boy! Ouais, quel ministère il vous réserverait? Ça, je vais me garder un devoir de réserve par rapport à ça, parce que c'est pas de mon ressort, puis ça appartient au chef. Puis bon, ce que je trouve qui est bien, par exemple, c'est qu'on peut dire aux gens ici dans Tabasco-l'Érable que je devrais, je le dis humblement, avoir une certaine écoute dans ce gouvernement. Donc, on va partir de ça. Et je pense que les gens qui sont de la circonscription peuvent avoir confiance que je pourrais contribuer au gouvernement, puis avoir une certaine influence. Puis je pense que c'est peut-être là aussi la fenêtre d'opportunité qu'on a dans cette élection partielle. Puis quand je dis que ce serait bien qu'Arthabasca-l'Érable ait une place autour de la table, il y a cette réalité tangible-là que je pense que moi, en représentant ma circonscription, je pourrais aussi avoir une certaine écoute de mes collègues. À savoir quel sera mon rôle, ça, je vais le laisser à mon chef. Mais je suis quand même très heureux, par exemple, qu'il considère ma candidature comme ça, puis qu'il me fasse confiance de cette façon-là.
Puis on verra ce que ça va donner. Là, évidemment, moi, c'est 11 août, là. C'est mon horizon. Là. Ça, on va voir pour la construction du gouvernement 2026. C'est bon. Ben, écoute, on s'attendait un peu à ce que tu répondes pas, mais dans cette perspective-là, qu'est-ce que tu penses pour mettre à profit dans un gouvernement péquiste qui aura pour mandat l'indépendance du Québec? Ah, ben ça, c'est une question intéressante. Ce que je pense pouvoir mettre à profit, moi, je pense que j'ai une expérience qui est quand même riche. J'ai mon expérience médiatique, par exemple, qui a été la plus grande partie de ma vie. J'ai été 18 ans à Radio-Canada comme journaliste et comme animateur à la radio. J'ai passé à peu près 8 ans comme courriériste ou comme correspondant parlementaire parce que je l'ai fait aussi à Toronto pendant à peu près 2 ans, 6 ans à Québec. D'abord, j'ai beaucoup écouté. Comme journaliste, c'est quelque chose, on a cette curiosité-là, puis c'est ce qui est fascinant aussi dans ce métier-là, c'est qu'on tend le micro, puis on écoute des propositions de toutes les partis. Moi, comme je couvrais la politique, et j'ai entendu des propositions à gauche et à droite, justement, des différentes formations politiques. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'aurais peut-être quelque chose à dire là-dedans. Donc, je pense que j'ai élargi ma perspective, j'arrive avec différentes idées, j'ai eu l'occasion et cette chance-là de parler avec des passionnés pendant à peu près toute ma carrière, y compris de politique dans les dernières années. Donc, je pense qu'il y a cette expérience-là qui est utile. J'ai un certain nombre de contacts aussi dans le monde médiatique, dans le monde politique. J'ai connu des gens sur le terrain. Je connais des passionnés avec qui j'ai parlé dans mon émission, par exemple, qui je suis certain vont nous être utiles éventuellement, puis avec qui je vais pouvoir reparler. Puis je pense aussi que la communication est importante. Ça, c'est peut-être en fait, en particulier ce que je peux amener. J'espère pouvoir vulgariser. J'espère pouvoir aider les gens à comprendre les enjeux peut-être différemment, amener une nouvelle perspective, pouvoir l'expliquer, pouvoir la communiquer. Quand on parle de pédagogie de l'indépendance, peut-être participer à ça dans l'exercice de communication que ça implique aussi pour entrer en contact avec les gens. J'aime le monde. Je pense que c'était aussi pour ça que j'étais journaliste. Je pense que j'ai peut-être pratiqué cette capacité-là à établir des liens. Puis peut-être que ça pourra nous être utile dès le 11 août, mais aussi dans un gouvernement éventuellement en 2026. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu. Nando, je sais pas. Ouais, ben moi, je te remercie aussi d'avoir. Je vais retenir. Donc, il y a une volonté de faire la pédagogie de l'indépendance. J'espère voir ça concrètement se réaliser si tu es élu. Et puis qu'en 2026, la question soit référendaire et qu'on se batte pour gagner celle-là aussi. Donc, merci de ton temps. On garde le ministère de la propagande indépendantiste. Je sais pas, c'est un terme qui est chargé, ça aussi. Ouais, moi, je ne sais pas si tu le vois, mais j'ai le livre Propaganda derrière moi. C'est mon maître à penser, Edward Bernays. J'essaie de réhabiliter le mot. Ben, merci à vous deux. Merci de m'avoir invité. Ah ben oui, c'est ça. J'avoue que c'est un mot qui a eu on pourrait en discuter longuement. Mais merci beaucoup. Merci à vous deux de m'avoir donné ce temps-là. C'est une belle discussion. Puis évidemment, on n'aurait pas parlé encore longtemps. Parce que vous voyez, c'est peut-être une déformation professionnelle. Des fois, je parle beaucoup. C'était parfait. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous deux. Bye bye, à la prochaine. Bye bye.